Je vais inviter à me rejoindre sur scène Aude Carrasco de La Croix, journaliste à La Croix, Jean-Marie Charon, sociologue qui a participé à l'élaboration du premier baromètre des médias, la confiance dans les médias, avec Kantar, Guillaume Lecointre de La Voix du Nord, directeur des études de La Voix du Nord, ainsi qu'Axel Daucher de Mec.org, qui a mené une grande consultation aussi cet été avec Reporters d'Espoir. Franck Escoubès de Blue Nov pour la consultation médias et citoyens, ainsi que Nathalie Dessay, qui est directrice marketing et communication du groupe 20 minutes. Voilà, on est un peu nombreux. Merci d'être avec nous. Alors, comme on a 1 heure, vraiment le format est fait pour être très dynamique. Je vais demander à chacun de mes intervenants ici de revenir sur voilà, les études qu'ils ont menées, rappeler le contexte, comment ils se sont déroulés, ensuite d'en ressortir les faits saillants pour qu'on revienne sur les grandes conclusions, les grandes observations, et aussi leur demander un petit peu quel est leur sentiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous reste à faire, sur quelle échelle de temps, avec quel type de public, et pour voir si, voilà, dans ces différentes observations qui ont été faites en local, en national, parfois même à l'international, qu'est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui pour essayer d'y voir clair, parce que c'est vrai que parfois il y a des chiffres de partout, des observations de partout, mais qu'est-ce qu'on fait converger dans tout ça? Donc pour commencer, je voulais demander à Aude Carrasco, donc de La Croix, de nous parler un petit peu de cette étude du baromètre dans la confiance des médias menée avec Kantar depuis maintenant 33 ans. Bonjour à tous et merci à Anne-Sophie et Raphaël pour cette initiative salutaire. Voilà, donc en quelques mots, le baromètre donc, existe depuis 33 ans et Jean-Marie Charon pourrait en parler aussi parce qu'il a participé à son démarrage. Donc nous interrogeons via la Sofres qui est maintenant Kantar, 1000 Français en face à face. J'insiste parce que ça change des sondages Internet. Donc sur leur rapport à l'information, sur la façon dont ils s'informent et aussi sur des questions liées à l'actualité, concernant les médias de l'année écoulée. Alors, donc, je ne vais pas développer tout le sondage, mais juste mettre en avant donc, 2 ou 3 constances constatées depuis quasiment le début. Alors, la principale qui consolera aucun journaliste, c'est que la perception des journalistes, quelle que soit l'année écoulée, alors qu'il y a de plus en plus d'enquêtes sur tous les sujets, est extrêmement mauvaise. Donc ça reste en gros environ chaque année 2/3 des Français qui estiment que les journalistes ne sont pas indépendants des puissances financières et du pouvoir politique. L'autre fait marquant, donc, c'est le niveau de confiance envers les différents médias, donc, qui est plus ou moins faible en fonction des années, mais à chaque fois, donc, la radio arrive en tête autour de 50% ces dernières années. Internet mesuré depuis 2011, je crois, ou avant, depuis une dizaine d'années, donc s'effondre là depuis 2-3 ans. Donc c'est environ 25% qui estiment ce média entre guillemets crédible. Et il y a la presse écrite, 46% je crois, et la télévision, 40%, qui remonte après une année catastrophique liée au mouvement des Gilets jaunes. Et quand on croise ces résultats avec la façon dont les Français s'informent, il en ressort qu'ils s'informent majoritairement sur des médias, sur la télévision, donc ce qui reste toujours le média dominant, et de plus en plus sur Internet, c'est-à-dire les 2 médias auxquels ils accordent le moins de confiance. Voilà, alors des faits saillants cette année, il y en a un qui était toujours un peu notre boussole, où on se disait, bon, la confiance n'est pas bonne, mais quand même, les Français s'intéressent à l'information. Et cette année, c'est la première fois qu'on a un résultat aussi mauvais, puisque 4 Français sur 10 déclarent ne pas s'intéresser, ne plus assez ou beaucoup s'intéresser à l'information. Je ne me souviens plus exactement quelle est la formulation. Et notamment les plus jeunes, les femmes, les moins éduquées, et la catégorie des commerçants et des chefs d'entreprise, qui, je pense, souffrent beaucoup depuis quelques années.
Voilà, là c'est vraiment un fait marquant parce que avant c'était peut-être 70, 75, entre 70 et 80% des gens qui, quel que soit sondage après sondage, déclaraient s'intéresser à l'information. Donc là, il n'y en a plus que 6 sur 10, ce qui est un peu ce qui est interpellant. Ce qui peut être rapproché d'une autre question qu'on a posée cette année, c'est est-ce que vous estimez que les différents médias rendent plus et mieux compte des préoccupations des Français? Donc c'est une question qu'on a posée toujours pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, et parce que la plupart des médias, vraiment, dans tout l'été, dans toutes les rédactions, ont essayé de se remettre en question comme ils l'ont pu. On voulait voir si c'était perceptible ou pas du tout. Et on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et là, 71% des Français estiment qu'ils n'ont pas le sentiment qu'il y a une amélioration. Donc bon, on peut être optimiste en disant que peut-être 25 ou 30% ont vu cette amélioration, mais c'est pas terrible. Et l'autre point, donc là, donc chaque année on on interroge les Français sur leur perception des grands événements, du traitement médiatique des grands événements de l'année écoulée. Et je trouve que cette année, ça nous a particulièrement éclairé sur les attentes des Français envers les médias. Donc, bon, je vais pas faire. Il y a 20 questions qui leur auraient été posées, mais tous les événements liés à l'environnement, à l'Europe, à la condition féminine, et majoritairement, ils estiment qu'on n'en a pas assez parlé et assez bien parlé. On a aussi interrogé les Français sur la fameuse fausse arrestation de Ligonnès. Bon, bah là, c'est bien sûr un rejet de tout ce qui est information rapide et erronée, c'est un rejet ferme, mais 19% pensent que c'est la seule faute des journalistes et une majorité que c'est un emballement et des policiers et des journalistes, ce qui paraît quand même le plus crédible. Donc on voit qu'il y a plus un rejet d'un système informationnel que peut-être d'une profession. Voilà. Alors pour l'affaire Ligonnès, juste une petite anecdote où on voit vraiment que les gens ne s'informent plus de la même façon et n'ont plus la même information globale, quoi, parce que 30% des moins de 35 ans n'en ont même pas entendu parler, ne voient pas de quoi il s'agit. C'est juste une petite anecdote comme ça pour vous dire que la façon dont on s'informe, on voit vraiment qu'il y a des clivages incroyables. Et l'autre anecdote un peu en ce sens, qui est pour moi préoccupant, enfin, c'est sur Greta, le discours à l'ONU de Greta Thunberg. Donc 35% des 25-34 ans estiment qu'on n'en a pas assez parlé. Et 30% des plus de 65 ans qu'on en a trop parlé. Donc voilà, le travail des médias est un peu compliqué quand même. On y reviendra tout à l'heure sur la position des jeunes. L'étude de 20 minutes est très intéressante pour ça. Voilà, les principaux faits. Est-ce que Jean-Marie, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sondage? Est-ce que pour vous, c'est les mêmes grandes conclusions qu'on doit en garder au fil du temps? Oui, simplement pour rappel, je trouve ce sondage, il est à la fois, bon, il a l'ancienneté, mais il a aussi un avantage, c'est qu'il est assez robuste. Il est frustre et robuste. C'est-à-dire qu'on l'a conçu de telle manière à ce qu'il y ait très peu d'interprétation dans les manières de répondre. C'est-à-dire on ne demande pas si les gens ont confiance, on leur demande s'ils croient que les choses se sont passées comme. De la même manière, on ne leur demande pas si on pense que les journalistes sont indépendants, on leur demande si les journalistes peuvent faire face aux pressions. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, en plus, ce baromètre, il a été un peu évolutif. Et en gros, il y avait trois piliers, effectivement. Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous pensez que les journalistes sont indépendants? Ensuite, les sujets de l'année. Effectivement, c'était le problème de la hiérarchie de l'information qui apparaissait. Et puis ensuite, il y a effectivement un focus. Et là, cette année, c'était effectivement plutôt sur les fake news, le numérique, et puis l'année dernière, c'était sur les Gilets jaunes. Autre remarque, on s'est posé la question assez rapidement, ça a été, 87, c'est assez ancien, ça a été d'emblée un peu la stupeur qu'on s'est sorti, ou alors le scepticisme. Et puis effectivement, les choses continuant, on a vu que ça continuait, mais on s'est quand même posé la question de savoir si c'était intéressant d'en faire un baromètre, parce que tous les ans, c'était un peu la même chose. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois que le débat montait
dans la société sur la qualité de l'information, le baromètre l'enregistre bien. Donc ça, c'était effectivement un élément pour continuer. Enfin, dernier élément qui est toujours à prendre en considération, parce qu'il faut se méfier, c'est du déclaratif, c'est pas de la pratique. Et notamment, on le voit bien avec la question qui peut paraître paradoxale des jeunes et de l'Internet. Effectivement, comme le disait Aude, je pense qu'il y a un problème de mauvaise question sur laquelle il va falloir revenir, parce que l'Internet, ce n'est pas un média, enfin au sens un média d'information. Donc si on demande aux gens, est-ce que vous croyez en matière d'information que c'est un bon média, ou vous avez confiance, visiblement le chiffre est bas, reste bas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le public, ceux qui sont les plus critiques à l'égard de l'Internet sont les plus gros utilisateurs. C'est-à-dire ce sont les jeunes. C'est eux qui, le plus massivement, disent non, il y a un problème de manque de fiabilité. Et l'autre aspect qui apparaît dans ce baromètre et qui montre bien la complexité de la relation entre ce qu'on pense d'un support, la manière dont on le pratique, c'est-à-dire que ceux qui finalement sont les plus vigilants, semble-t-il, si on prend le baromètre, à l'égard des fake news, ceux qui les identifient le plus, ce sont les jeunes. Donc à la fois, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, ils sont beaucoup effectivement baignés dans le numérique. Et le discours qui est très ambiant de dire « Ah ben vous voyez, ils se laissent vraiment avoir », ben non, pas du tout. Au contraire, ceux qui se laissent le plus avoir, quand vous regardez le baromètre, sont les plus âgés. Merci pour ce complément, Jean-Marie Charon. Axel Daucher, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que MEC.org a effectué comme grande consultation. Vous êtes un habitué des grandes consultations sur plein de thématiques sociétales, des grands débats. Donc là, vous l'avez mené avec Reporters d'Espoir, on va dire, entre le début de l'été, enfin tout l'été, en fait, dernier. Ouais. Voilà. Est-ce que, du coup, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce qui en est ressorti, les éléments de contexte et ce qui en a découlé? Je résiste pas à faire le lien avec l'alimentation parce qu'effectivement, on a fait une consultation sur l'alimentation en début d'année dernière. Et je vais vous dire juste les 4-5 éléments qui ressortent parce que je pense qu'ils vont pouvoir nourrir tout le débat d'aujourd'hui. Premièrement, énorme plébiscite sur les circuits courts, sur effectivement se rapprocher de la source pour plein de raisons, mais surtout une raison de simplifier la complexité de l'environnement dans lequel on est. La deuxième chose, c'est améliorer la rémunération des producteurs. Donc là aussi, je pense que c'est un sujet qui va pouvoir être posé aujourd'hui. La troisième chose, c'est réduire drastiquement tous les packaging, tout ce qui ne sert à rien. On va pouvoir en parler aujourd'hui. La traçabilité, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et puis, un autre élément qui a été évoqué en introduction, c'est en fait, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'est une bonne alimentation. Ils sont même tous en désaccord. À part manger des fruits et légumes de saison, le matin, c'est le gras, l'après-midi, c'est le sucre, le lendemain, c'est la viande. Et il n'y a aucun consensus là-dessus, qui est un rapport qui peut nous rapprocher aussi du débat d'aujourd'hui. Et fait supplémentaire, quand une proposition prend la forme de interdire ou obliger, c'est-à-dire par injonction dire aux gens ce qu'ils doivent faire, alors là, c'est un refus total. Et puis enfin, dernier élément, le prix. Le prix n'est pas sorti. La question, c'était comment permettre à chacun de mieux manger. Le prix n'est pas sorti. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de credo dans le fait qu'il y ait une solution qui soit, il y a du bio, pas cher pour tout le monde. Et là aussi, c'est un sujet qui est en rebond par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, cet été? C'est différent. On a posé une question ouverte, un peu différente, qui est comment les médias peuvent-ils améliorer la société? C'est une opération qu'on a montée avec Reporters d'Espoir, et plus particulièrement avec La Croix, La Voix du Nord, l'Obs, l'Express et France Info. Et cette question, grâce à nos partenaires, on l'a posée à quelque chose comme plus de 2 millions de personnes. Et c'est sur ces 2 millions de personnes qu'on a eu un nombre de réponses qui a dépassé largement ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'on a eu 100 000 personnes qui ont répondu à cette question. Et dans ces 100 000 personnes, on a eu 300 000 contributions. Donc c'est vraiment une tension sur le sujet qui est dans des taux qui dépassent largement plein d'autres sujets, qui sont comparables à ceux qu'on a sur l'alimentation, qui, lui, pourtant, a une composante essentielle beaucoup plus forte. Et je voudrais préciser que quand on pose la question à autant de personnes, ce qu'on va chercher, ce n'est pas l'intelligence subliminale, populaire, partagée. Ce qu'on va chercher, et c'est le dernier rapprochement que je vais faire, c'est la part d'estomac. On va chercher comment le sujet résonne avec la population.
Est-ce que les solutions qui ressortent sont intelligentes, faisables, réalistes, finançables? Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet de l'intelligence. En revanche, on ne peut pas faire d'intelligence tant qu'on n'a pas compris où était l'estomac. Et c'est ça qu'on a sorti et que je vais vous raconter en 2 mots. Donc en fait, pratiquement, le grand sujet de plébiscite tourne autour du choix des sujets, du traitement de l'information, avec un thème central, c'est un traitement moins rapide et plus approfondi de l'information. Vraiment, il y a une volonté de s'extraire que les gens ne font pas, hein. Les gens sont très contradictoires, donc j'insiste, mais en tout cas une envie de s'extraire d'une frénésie continuelle, suivie par plus d'expertise de pédagogie, lutter contre les fake news, ça on va y revenir aussi. Et puis un point un peu étonnant, c'est moins d'éditorialisation. Et derrière moins d'éditorialisation, qui est un peu étonnant, on se dit, au moins c'est le métier de journaliste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, c'est pas le métier de journaliste. Et ce qu'on voit derrière, c'est en tout cas une segmentation beaucoup plus claire entre les différentes contributions qu'un média peut proposer au débat. Il y a de l'ordre de la vérification, il y a de l'ordre de l'idée, du fait, il y a de l'ordre de l'analyse, il y a de l'ordre de l'éditorialisation, mais là, il faut nettoyer. Et les mots qui semblent aux journalistes très clairs, qu'un éditorial, c'est pas un journaliste, un éditorialiste, c'est pas un journaliste, en fait, personne s'en rend compte. Ils voient des plateaux avec plein de gens, avec des conseillers en communication. Tout ça est mélangé. Donc, je pense que cette clarification est vraiment nécessaire et demandée. Et puis enfin, 2 éléments particuliers. Accompagner d'une part le journalisme d'investigation, lui donnant les moyens et en protégeant les sources d'une part, et d'autre part, valoriser tout ce qui est journaliste de solution qu'on attendait. 2e thème, celui de l'indépendance. L'indépendance des médias, elle est double. La première, c'est une indépendance financière par rapport à l'économie, mais pas très loin l'indépendance éditoriale par rapport au pouvoir public. Donc ce sujet-là, et ça touche des gens différents, hein. Il y a vraiment deux écoles, mais globalement les deux font consensus. Et puis enfin, tout ce qui concerne l'accompagnement de l'éducation des enfants. Sur tous ces sujets-là, on peut travailler en résonance avec la population. Est-ce qu'il y a des business models? Est-ce que les médias peuvent vivre? Ça, c'est une autre question auquel mon étude ne répond pas. Et puis je voudrais finir par citer 2 ou 3 controverses. Juste des controverses, c'est-à-dire des sujets sur lesquels les gens ont été très engagés, mais en revanche étaient en désaccord. Le rapport aux subventions publiques est une controverse. Claire. Il y a des gens qui disent qu'il faut des subventions publiques pour préserver l'indépendance, et des gens qui disent qu'il ne faut pas de subventions publiques pour préserver l'indépendance. Ça, première chose. Deuxièmement, l'anonymat sur Internet est une controverse. Là aussi, je vous laisse comprendre tout. Ça sera analysé un peu plus tard, mais effectivement, on peut le prendre dans les 2 formes. Le fameux Conseil de l'ordre des journalistes est une controverse. C'est un sujet qui est ressorti parce qu'au moment de ce débat, de la consultation, c'était sur la place publique. Et puis enfin, le secret des sources pourrait être en tant que tel un consensus, mais en revanche, le secret des sources sur les réseaux sociaux, où on a besoin c'est un peu le contrepoint de l'anonymat, où là aussi, il y a une chose pas claire, on ne sait pas ce qui est bon pour l'information. Donc voilà en gros ce qui est sorti de cette gigantesque consultation de cet été. Merci beaucoup. Du coup, je vais tout de suite passer la parole à Guillaume Lecointre, parce que vous, à La Voix du Nord, vous avez aussi fait tout un travail de remise en cause ces derniers mois. J'ai envie de dire, pareil, vous l'avez impulsé cet été, avant l'été. Oui, même depuis plusieurs années, en fait. Oui, plusieurs années, mais je veux dire, après l'année 2019, qui est quand même un peu secouée. Oui. Vous avez organisé, je crois, 70 rencontres à peu près. 75 rencontres. C'était les 75 ans du journal, et le directeur de la rédaction a eu la très bonne idée de se dire, plutôt que de faire un grand raout, on va plutôt aller à la rencontre de nos lecteurs. Et comme on a 75 ans, on va faire 75 réunions. Voilà. Okay. C'était un peu sportif. J'imagine. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir si en local, vous avez le même type d'observation aussi. Est-ce que ce qu'on a pu quantifier, voir comme ça massivement, avec ce type de consultation par Internet, quand vous avez été dans vos rencontres comme ça, en local, avec votre public, vos lecteurs, qu'est-ce que ça a donné ? Oui, on retrouve évidemment en grande partie tout ce qui est dit. De toute façon, que ce soit local ou pas local, les attentes générales par rapport au métier et par rapport au contenu sont les mêmes. En fait, ce que les gens disent d'abord aux journalistes, c'est faites du journalisme. On a peut-être un peu tendance ces derniers temps à avoir un peu oublié les basiques finalement. Les basiques, c'est quoi ? C'est vérifier les informations,
encore plus aujourd'hui au moment des fake news, mais il faut vérifier, il faut suivre les informations. Ça, c'est une demande très très forte des lecteurs aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de balancer une info puis de l'abandonner. Non, il faut la suivre en permanence. Décrypter, enquêter, gratter, tout ça, c'est du basique. Ça paraît évident de le dire, mais peut-être qu'on l'a un peu oublié. Et la méfiance qui s'est instaurée, elle tient peut-être de là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment repartir de zéro d'une certaine manière sur tous ces aspects-là. Et puis aussi, comme tu le disais, vraiment séparer sur le fond et sur la forme, séparer le factuel du commentaire, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. On peut plus faire semblant de rédiger un article soi-disant factuel dans lequel on distille un petit peu ses opinions. Les gens ne sont pas dupes. Et c'est de là aussi que vient la méfiance. Alors c'est amplifié par l'omniprésence des fameux éditorialistes sur les plateaux télé, hein, où on mélange tout finalement. Et les gens considèrent qu'ils n'ont aucune légitimité à parler plus que d'autres, plus qu'un ingénieur, qu'un scientifique, qu'un instituteur, du coronavirus, du 49.3 ou du ramassage des poubelles à Paris. Ça, pour eux, ça leur paraît absolument incroyable qu'on donne tant de place à des gens qui donnent un avis sur tout et en permanence, alors que ce qu'ils attendent en priorité, c'est des faits. Donc ça, c'est sur les basiques. Ce qu'ils nous demandent également, alors ça nous concerne peut-être plus journaux de PQR, c'est une vraie proximité qui paraît évidente, mais qui ne doit pas être qu'un mot. C'est-à-dire que la proximité, c'est vraiment vivre la même vie que les habitants, d'une certaine manière. Il faut être ancré dans son territoire, il ne faut pas se contenter de rester dans son bureau, il faut retourner en permanence sur le terrain, et pas que dans les grandes villes, hein, c'est partout. Il faut aller sans arrêt parler avec les gens, il faut incarner nos sujets en permanence, il faut faire parler les gens, il faut les faire participer, à la fois dans les contenus, mais également dans le fait de faire remonter les sujets. Tout ça, c'est essentiel également. Donc une vraie proximité. Ça veut dire aussi un journal qui est un petit peu militant de son territoire. Alors là, ça ne concerne que les journaux locaux, mais c'est-à-dire à la fois être poil à gratter de tout ce qui va mal, mais également valoriser, mettre en avant tous ceux qui prennent des initiatives positives. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a un peu mis de côté et qui est très demandé. Il y a des gens qui font, puis il y a des gens qui disent. Nous, on doit montrer les gens qui font. Et ça, c'est essentiel, quoi. Troisième grande attente, ça c'est classique, c'est sur les solutions, en fait. C'est le fameux so what, quoi. Aller au-delà des constats. On ne peut pas se contenter de dire que ça va mal, donc on attend de nous vraiment, pas forcément d'apporter des solutions, mais de faire en sorte qu'on puisse faire avancer les choses, soit par nous-mêmes, soit collectivement, soit en aidant ceux qui ont des idées. Donc on a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. On ne peut pas se contenter de dire ça va mal, quoi. Il faut faire en sorte qu'on aide à trouver des solutions. Et puis le dernier point qui est très, très important également, c'est plus de transparence, tu l'as dit également. Ça va simplement, on commencer simplement par connaître vraiment les journalistes, c'est-à-dire ils doivent signer leur papier, mais on doit aussi connaître leur tête. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de très très important. En fait, on se rend compte quand on fait parler les gens sur les journalistes, l'image qu'ils en ont, c'est soit Claire Chazal ou voilà, des PPD, des gens un petit peu bien coiffés et qui sentent bon et bien habillés, très parisiens, soit le correspondant local, en fait, un peu bedonnant, avec son petit vieil appareil photo. Et en fait, au milieu, ils ne connaissent pas les vrais journalistes, ceux qui sont vraiment, qui écrivent dans le journal, qui font les papiers. Et c'est très très important d'incarner aussi, de montrer que c'est des gens normaux, qui sont jeunes, qui sont sympas, qui sont beaux, pas beaux, peu importe, mais qui sont là, quoi, qui nous ressemblent. Et ça aussi, ça aide à la transparence, aide aussi à renouer un peu de confiance. Voilà, être très transparent et puis évidemment faire de la médiation, expliquer nos choix, être un peu dans les coulisses du making-of, tout ça, ça contribue à rendre effectivement les gens un peu plus impliqués par rapport à ce qu'on fait, oui. On y reviendra un peu tout à l'heure, mais je pose quand même la question maintenant. Est-ce qu'au sein de la rédaction, au niveau des journalistes, justement, ce travail que vous avez effectué les a fait bouger un petit peu sur la posture, sur la façon de considérer le métier? Quand on dit c'est quoi le journalisme aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de nouvelles questions qui émergent aussi au-delà du retour aux fondamentaux. Ça les fait bouger. De toute façon, c'est jamais, comme je dis, c'est jamais mauvais d'écouter les gens. De toute façon, si on n'écoute pas les gens, il n'y a pas de raison qu'eux arrêtent de s'intéresser à nous. Donc on est obligé d'une certaine manière.
Et le fait que les journalistes entendent des vrais lecteurs, parce que finalement, les interlocuteurs des journalistes, c'est des présidents d'associations, c'est des élus, c'est le vieux lecteur qui râle tous les matins parce qu'il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas eux les vrais lecteurs. Les vrais lecteurs, c'est des gens normaux, entre guillemets, et le fait de pouvoir les rencontrer, les faire parler, les écouter, ça change effectivement beaucoup leur point de vue. Ouais. Et ils s'aperçoivent d'ailleurs souvent que ces lecteurs, ils sont souvent intelligents, ils ont plein de choses à dire, ils connaissent très bien le journal, ils connaissent très bien les journalistes, et donc oui, ça fait évoluer beaucoup la perception et la manière de travailler. Oui. D'accord, merci. Alors, avant de passer la parole à Franck Escoubès, Jean-Marie, est-ce que vous avez une remarque sur ce qui vient d'être dit sur justement oui, le local bien faire remarquer les différences d'approche, c'est-à-dire que le baromètre, c'est une tentative de situer les problèmes au niveau de la population globale. Les deux méthodologies qui viennent d'être évoquées, elles sont intéressantes parce qu'elles vont mobiliser des gens qui ont un niveau d'implication plus fort, une motivation plus forte. Ceux qui ont eu envie de vous accompagner, soit dans des réunions, soit dans votre démarche, ce sont ceux qui sont les plus motivés. Donc, ils connaissent bien la rédaction, etc. Alors, ça ne disqualifie absolument pas cette démarche, mais il faut bien la situer. C'est-à-dire, d'abord, je pense que c'est des phénomènes, peut-être davantage des phénomènes émergents. Et c'est certainement là que, d'ailleurs, on va peut-être rencontrer, par exemple, si on parle journalisme de solution, le rôle de l'investigation, etc., on va certainement rencontrer le public qui va vers des médias nouveaux, par exemple, sur l'Internet ou sur les magazines, des MOOC ou certains sites d'infos. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas, me semble-t-il, opposer ce qui se dit dans ces endroits-là et d'autres pratiques. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce que nous disons lorsque nous manifestons notre envie d'avoir de l'information. Ça ne veut pas dire que si je veux du journalisme de solution, si je veux du journalisme d'investigation, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par ce qui est rapide. Il faut sans arrêt bien voir qu'on est tous les uns et les autres dans une forme, je dirais, d'ambivalence. On ne veut pas l'un ou l'autre, on veut les deux, et de plus en plus. Et puis dernier élément, dernière remarque qu'il faut bien avoir en tête, et c'est vrai pour les médias émergents et qui bénéficient de ces mouvements-là. C'est vrai aussi pour les médias plus traditionnels qui veulent aller vers des nouvelles pratiques. C'est que quel est le public concerné ? Alors autant dans un baromètre, on peut situer socialement le public concerné, autant dans les démarches, il faut s'interroger. Et là, le gros problème, me semble-t-il, sur lequel on va revenir, c'est qu'on a un public éduqué, un public engagé dans la société, un public qui a de fortes pratiques culturelles, etc., et qui veut tout, et qui va vers les nouveaux comme les anciens médias, etc. Et quid des autres ? Ça, je vous rappelle la vieille étude, maintenant elle a une dizaine d'années, sur les pratiques culturelles des Français, qui faisait émerger un phénomène inquiétant, qui était une espèce de bipolarisation entre des publics éduqués, enfin ceux que je viens de décrire, et qui cumulent tous les médias et qui utilisent tout ce qu'on trouve dans les médias, et puis un public qui, au contraire, lui, ne trouve pratiquement plus aujourd'hui à sa disposition que les télévisions généralistes, peut-être maintenant en info en continu, et puis quelques réseaux sociaux. Ok, merci. Une petite remarque, Axel, avant que je passe la parole à Franck. Une toute mini remarque. Là, on a parlé effectivement des gens qui participent à une discussion à propos des médias. Mais en sous-jacent, il y a le rapport des citoyens et des lecteurs à la conception et au contenu même du produit. Et parfois, on mélange les deux. Donc là, c'est pas les mêmes. Je pense qu'ils ont une profondeur différente, comme tu l'évoquais. Mais qu'il y a de l'autre côté de l'iceberg, c'est ceux qui ont envie de participer aux médias lui-même. Merci. Alors Franck Escoubès, Bluenov, avec la consultation médias et citoyens qui s'est terminée et les résultats ont été présentés le 27 février dernier, donc la semaine dernière, avec des médias qui étaient aussi partenaires de mec.org et qui sont habitués aussi à beaucoup écouter. Qu'est-ce que ça a donné de votre côté ? C'était une approche un peu différente, je crois. Oui, c'était une approche qui fait peut-être un peu la synthèse entre la consultation très large qu'Axel évoquait et des réunions locales, 75 réunions locales qui peuvent s'organiser sur les territoires. Nous, on a essayé de faire une synthèse originale en termes de méthode, puisqu'on a
organiser une concertation en ligne, mais qui prenait la forme d'une conversation. Et c'était donc un dialogue, et c'était un dialogue entre citoyens, et un dialogue entre citoyens et journalistes. Donc c'était en somme un dialogue au carré, avec l'objectif d'entrer dans une logique d'argumentation et de contre-argumentation. Donc c'est véritablement des fils de discussion qu'on organise. Et on essaye de garder un objectif de massivité. On a obtenu 13 000 contributions très qualitatives. Et la résultante de tout ça, ce sont des propositions, 250 propositions, très concrètes, ou en tout cas certaines d'entre elles sont extrêmement concrètes, parfois très singulières. Je vous encourage à découvrir le rapport qui est sorti, la synthèse qui est sortie la semaine dernière. On vous donnera probablement les coordonnées, en tout cas c'est disponible sur le web, ça s'appelle Médias et Citoyens. Ce qu'on retient de cette initiative, alors des choses ont été dites et fort heureusement il y a quand même des convergences par rapport à ce qui a été évoqué auparavant, mais je vais essayer d'insister sur les différences. Et je vais commencer par une convergence pour ensuite insister sur les différences. La convergence, c'est la relation à la vérité. Le consensus absolu de tous les échanges, et même ces échanges très qualitatifs, très délibératifs, c'est la relation à la vérité et le respect des faits, avec des solutions au-delà du constat qui apparaissent et qui sont parfois très appuyées, hein, comme la notion de modération participative, hein, la possibilité pour les lecteurs, les citoyens, de venir notifier sur un support, sur un journal, sur un média numérique, de venir notifier une erreur, un biais d'analyse ou ce qu'ils jugent être un biais d'analyse, etc. La notion de surréférencement ou de référencement surpondéré des articles de décryptage d'une infox. Donc des choses qui peuvent être parfois un peu techniques, l'usage de la blockchain sur la confirmation de certains faits qui sont couverts par l'actu. Ça, c'est la dimension véracité ou respect des faits et relation à la vérité, consensus absolu. Le deuxième message ou enseignement qui ressort de cette délibération, c'est non seulement le respect d'une sorte de décélération de l'information, on en a parlé, mais c'est aussi la mise en perspective de l'info, avec un certain nombre de discussions qui ont eu lieu autour de la complexité, et du respect de la complexité et de la restitution de la complexité, qui interrogent les médias et les journalistes sur leur rôle en matière de vulgarisation, de contextualisation, leur rôle en matière de transparence quant à la nature des experts qui sont sollicités pour restituer cette complexité, et des choses assez originales sur la présentation purement graphique, visuelle et cognitive de l'info. C'est-à-dire comment est-ce que, en un coup d'œil, on est capable, ou on serait capable demain, au travers d'une infographie bien faite, de restituer toute la complexité du débat sur la réforme des retraites. C'est quelque chose qui est apparu comme étant un vrai sujet, avec un ras-le-bol des citoyens quant à l'analyse sous forme de loupe sur un élément, un détail d'un ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus holistique, et que les médias aujourd'hui ne réussissent pas véritablement à refléter dans leur mode de restitution. Donc ça, c'est la notion de mise en perspective, et ça veut dire des présentations très claires, des tenants et des aboutissements d'un problème, des causes et des conséquences, des ramifications d'une problématique, etc., etc. Le troisième élément qui est ressorti, mais peut-être avec me semble-t-il, un angle un petit peu différent de ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est un retour, en tout cas un ancrage de l'information dans le local, dans les territoires. C'est quelque chose de très important, avec une parole qui est donnée, ou qui serait donnée de nouveau aux invisibles. Un certain nombre de citoyens ont exprimé ce retour à j'aime bien cette formule qui relève d'ailleurs d'un livre de Rosan Vallon qui s'appelle « Le Parlement des Invisibles » et qui consistait à dire on ne fait pas démocratie si on ne connaît plus l'autre. Et dans une société qui est complètement fragmentée, c'est très difficile de connaître l'autre, puisque l'autre ne se reconnaît pas spontanément par l'appartenance à une classe sociale, par l'appartenance à un métier. Tout ceci est très flou, est devenu très atomisé. Et dans un contexte où la société est complètement atomisée, ne pas connaître l'autre, c'est quasiment un déni de démocratie.
Et le rôle des médias pourrait consister à recréer le lien vers ces récits personnels, singuliers, uniques, granulaires, l'expérience de vie, les récits de vie des citoyens dont on parle jamais ou dont on parle peu. Et ceux qui sont, d'une certaine manière, les muets de la République. Donc ça, c'est un élément qui est ressorti assez fréquemment dans les débats, que je trouve particulièrement pertinent. Et il y a une dimension supplémentaire qui est revenue, qui est non seulement de faire parler les invisibles, ou les muets de la République, mais de donner aux citoyens, aux lecteurs, à l'auditeur, aux téléspectateurs, un pouvoir d'agir. Ce pouvoir d'agir, c'est quoi ? C'est la possibilité que confère le média journalistique, la possibilité de donner accès à des contacts, des personnes ressources, des liens sur les territoires pour permettre d'agir dans le respect de l'intérêt général. Et ça, de mon point de vue, c'est apparu également dans les débats, ça vient potentiellement confronter au sens positif du terme, la raison d'être des médias. Est-ce que la raison d'être des médias, c'est de restituer l'info, ou est-ce que la raison d'être des médias, demain, pourrait être en partie, en tout cas, d'être un tisseur de liens avec le local et avec les citoyens. Et puis, dernier élément, je terminerai là-dessus, une convergence de points de vue sur une information qui, demain, après-demain, serait bien davantage coproduite avec les citoyens. Donc cette participation du citoyen à la fabrique de l'info, c'est souvent cité comme une sorte de Graal ou de vision un petit peu futuriste, où on imagine des salles de rédaction participatives. Mais en fait, on se rend compte, quand on analyse les 250 propositions, il y a une bonne vingtaine de propositions qui viennent véritablement incarner cette idée-là. Ça passe par la possibilité donnée aux citoyens de proposer des sujets d'actualité, des sujets de traitement de l'info. Ça passe par le recours beaucoup plus systématique aux débats contradictoires impliquant des panels de citoyens. On l'a dit tout à l'heure, après tout, les éditorialistes ne savent pas tout sur tout. Et donc ça peut être pertinent d'avoir ce qu'on a appelé dans le débat des experts profanes, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être un peu plus soit compétents, soit informés sur un sujet donné, qui sont citoyens, que ce n'est pas des experts formels ou officiels, mais c'est des gens qui ont des choses à dire. Voilà. Donc, en quelques mots, voilà un peu l'ADN de ce qui est ressorti dans cette consultation un peu particulière, très fortement délibérative, et qui s'est appelée Médias et citoyens. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, quand on va sur les sites respectifs des consultations, tout est en ligne. Donc, si vous n'avez pas forcément suivi, vous pouvez aller sur les sites de mec.org ou de Bluenov avec Médias et citoyens pour retrouver tous ces débats. On parlait des retraites, vous avez évoqué les retraites. C'est vrai que moi récemment, lors d'une projection débat autour de mon film, il y a une dame qui vient me voir à la fin et qui me dit en fait, je vous ai acheté un livre, mais il faut le dédicacer pour toute la famille, parce que j'ai réalisé en voulant m'informer sur les retraites que je ne savais plus où donner de la tête, où réellement m'informer, où y voir clair et comment me faire une opinion sur le sujet. Et je pense qu'en effet, cette grande confusion, elle s'exprime à tout niveau. Elle m'a dit c'est vraiment pour la famille, parce qu'on ne sait plus, ni mes enfants, ni moi-même. Et donc, je parle d'enfants, mais voilà, maintenant, j'ai gardé la partie de la discussion pour les jeunes. Est-ce que les jeunes s'informent sur les retraites et comment s'informent les jeunes, bon sang. Donc, Nathalie Dessay, vous êtes directrice marketing et contenu, communication pour 20 minutes. Et donc, l'opération Moi Jeune, c'est ça, scrute un peu... Exactement. Les usages des jeunes en général. Moi Jeune, c'est une démarche qu'on a initiée il y a maintenant 4 ans, à la fois côté marketing chez 20 minutes et avec la rédaction, où on a essayé d'embarquer, et on a a priori réussi, des 18-30 ans dans une démarche complètement crowdsourcée, à la fois pour leur proposer, donc crowdsourcé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont été actifs et participatifs sur toutes les étapes de la démarche, pour leur proposer de faire le portrait de leur génération, ça dure depuis 4 ans, et puis également pour avoir un maximum d'interaction avec eux. Ça, c'était plus côté rédac, pour les faire réagir à des traitements de l'info, pour les interroger éventuellement en live quasiment sur un fait d'actu qui se produit et sur lequel on veut savoir particulièrement comment cette population réagit. Et donc aujourd'hui, on a 5000 jeunes dans cette communauté, dont 1500 sont également dans un groupe fermé
Facebook, ce qui nous permet d'avoir des interactions et des réactions interpersonnelles où chaque journaliste peut aller s'exprimer, poser une question, etc. auprès de la communauté. Et tout le reste de la démarche se passe 100% sur le mobile, uniquement par SMS, avec des questions qu'on leur envoie. On a, depuis 4 ans, on a fait un peu plus d'une centaine de questionnaires sur divers sujets. Le truc à savoir, c'est qu'à la fin de chaque questionnaire, on leur demande sur quelle thématique ils veulent être interrogés la prochaine fois. Donc on a donc cette double démarche. Un petit truc à noter par rapport aux études, mais j'en avais parlé avec Jean-Marie Charon il y a quelques temps. Il faut des questionnaires très courts, ça ils l'ont décidé, il faut un ton particulier. Et il faut beaucoup de questions ouvertes. C'est une des premières observations qu'on a eues. Ils vivent pas très bien les listes fermées de propositions en rétorquant toujours qu'on n'a pas mis la bonne. Donc on a décidé de mettre de plus en plus de questions ouvertes. Concernant l'info, on les a régulièrement interrogés, évidemment sur les fake news, sur la façon dont ils consomment l'info, sur leur relation à l'info, leur relation aux médias et leur relation aux réseaux sociaux, parce que j'y reviendrai, vous verrez, il y a un peu d'amalgame, ce qui explique à la fois leur maturité et leurs armes face à plein de choses dans le domaine de l'info, mais aussi parfois leur biais de perception, et puis donc leur réaction à certains traitements éditos ou certains faits d'actu. Pour revenir sur eux, parmi les marqueurs qu'il peut y avoir effectivement dans leur consommation aux médias ou à l'info, ce sont des gens qui sont non seulement nés avec le numérique, mais surtout avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est déjà plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que donner son avis, c'est naturel. Faire ce qu'on veut d'un contenu, le partager ou pas, le commenter ou pas, le modifier ou pas, c'est naturel. Décider d'interpeller un homme politique ou une personnalité sur un sujet, il y a 40% d'entre eux qui trouvent ça facile et très simple et assez naturel. Alors quand même, ils reconnaissent que dans la vraie vie, ils oseraient peut-être moins, mais bon, voilà. Donc il y a des espèces de barrières dans les relations aux autres qui sont quand même complètement différentes de celles des générations précédentes. Et donc tout ça fait que déjà, sur leur approche des contenus, il y a une approche qui est complètement différente. Ajoutez à ça qu'ils sont parfaitement à l'aise sur les allers-retours, vie réelle, vie sur les réseaux. Enfin, eux, ils sont nés avec, donc la question ne se pose pas. Parfois, on dit il y a des excès, on passe trop de temps en ligne ou pas. On dissocie les deux, ils font plus de dissociation, ils vivent avec les deux, c'est quelque chose d'acquis chez eux, etc. Et puis dans leur relation à l'info, quand même, juste un petit truc, et particulièrement pour les plus jeunes, on en parlait avec Aude tout à l'heure, parce qu'il y a des petites différences dans votre baromètre entre les 18-24 et les 25-30. Les 18-24, ils ont vécu leur adolescence, bon, évidemment pendant les attentats, ce qui a marqué toute cette génération-là, et le traitement des attentats, traitement médiatique. Et puis aussi, ils sont sortis de l'adolescence, là, l'année du crash test de l'info, quand même, 2016. Les médias n'ont pas vu venir Trump, les médias n'ont pas vu venir le Brexit, etc. Donc quand même dans une ambiance qui avait un peu globale dans la relation aux médias où le grand public avait été déçu. Bon, là, on se souvient des Gilets jaunes, que les médias n'avaient pas vu venir non plus. Hein. Le média des Gilets jaunes, c'était Facebook. Mais il s'était déjà passé ça précédemment, et eux, ils l'ont bien en tête, parce que c'était finalement la fin de leurs années lycée, début de leurs années études sup, etc., pour ceux qui en ont fait. Et du coup, ça, c'est quand même déjà un marqueur important aussi dans la conso à l'info. Et puis après, évidemment, quand on rentre dans le détail de pourquoi cette défiance, ou en tout cas, pourquoi cette relation à l'info, et bien pour eux, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le pouvoir sur l'info. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas du pouvoir aux médias, je vous en parlerai tout à l'heure, mais pour 9 sur 10, 9 jeunes sur 10 de moins de 30 ans, je vais vous donner ces 91% exactement, je vais reprendre le chiffre pour ne pas faire d'erreur, 91% pensent que les réseaux sociaux ont du pouvoir sur la façon dont les gens s'informent. Et quand on leur met en face un duel qui a le plus de pouvoir sur la façon dont les citoyens sont informés aujourd'hui, entre réseaux sociaux et médias, mais on est sur 2 tiers, 1 tiers. Et donc ça fait que, effectivement, très souvent, quand on leur demande de juger les médias,
il mélange un peu les attributs médias et réseaux sociaux. Donc, dans les attentes, en termes d'ergonomie, en termes de praticité, en termes de possibilité de participation, en termes de format, ils attendent un peu les mêmes choses. Et puis, comme en même temps, ils sont super lucides sur aussi toute la partie noire des réseaux sociaux, ils assimilent ça aussi un peu aux médias. Donc, du coup, effectivement, ils savent que beaucoup de fake news circulent sur les réseaux sociaux, de façon générale, même sur leurs amis, même sur les problèmes de cyberharcèlement, etc. C'est vraiment une génération qui est plus sensibilisée. Et donc, ça veut dire que quand on se met à parler de fake news, nous, on leur demandait en 2017, plus de la moitié d'entre eux sont absolument conscients d'avoir été piégés. Il y en a 30% qui se disent... J'ai pas l'impression, mais je suis vraiment pas à l'abri et peut-être ça m'est arrivé. Donc ça veut dire que quasi 9 sur 10 sont conscients de ça. Ils sont conscients aussi de tout ce qui est nouvelle techno. Vous en avez quand même, ça c'était une question qui nous avait étonnés et qui avait été suggérée quand on voulait parler des fake news par un de nos jeunes. 30% quand ils regardent une vidéo d'actu en direct pensent, alors longtemps ou pas, aux logiciels qui permettent de modifier une vidéo en temps quasi réel. Vous savez ce qui s'est fait au moment des élections aux US, par exemple, avec Trump sur YouTube. Mais c'est quand même énorme. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les générations précédentes. Et ça induit beaucoup, à la fois leur recul, leur maturité parfois, dans la façon dont ils regardent les contenus des médias, des réseaux sociaux. Ça induit aussi qu'ils n'identifient pas toujours très très bien les sources de ce qu'ils consomment sur les réseaux. Et du coup, en tout cas, l'amalgame est là. Et ça biaise un peu, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça marque beaucoup la perception qu'ils ont de l'info, des médias et de la consommation de l'info en général. Vous ajoutez à ça, et on le sait que on le voit dans les études sur le complot chez les Français que fait la Fondation Jean Jaurès tous les ans, c'est plutôt une génération qui est plus perméable à la théorie du complot. Nous, en 2017, ils nous disaient, donc pour vous donner là aussi le chiffre, 66% pensent qu'il est plus facile aujourd'hui de manipuler l'opinion qu'avant. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est conscientisation de tous les possibles du numérique, dans le bien comme dans le mal. Ça fait partie des choses du coup qui marquent en tout cas leur relation. Pour autant, ils s'intéressent beaucoup à l'info, ils attendent beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'ils attendent des journalistes en fait Alors ils attendent évidemment rejet de l'éditorialisation d'opinion. Ça, c'est pas du tout leur fort. Et ils attendent de nouveaux sujets qui sont là aussi les sujets un peu marqueurs de leur génération. Évidemment l'environnement. Ça, c'est un sujet qu'ils considèrent comme étant pas assez traité dans les médias, etc. Attention, après, encore faut-il qu'ils le consomment. Je préfère insister là-dessus parce que comme ils mélangent un peu, puis ça reste du déclaratif, comme ils mélangent un peu usage réseaux sociaux, usage conso des médias, ça ne veut pas dire que demain, nos audiences vont tous exploser sur le sujet. Nous, on le voit néanmoins, mais ça veut dire que ces sujets-là, il faut les traiter en les embarquant, en les associant, en permettant de répondre et de répondre à leurs propres commentaires sous les papiers, en faisant des portraits d'acteurs qui les intéressent. Et donc voilà, donc tout ça, ça fait un peu partie de leurs attentes sur le sujet. Une petite chose quand même, quand on leur demande, mais du coup, les réseaux sociaux, est-ce que c'est une progression ou une régression pour l'info en général et l'info des citoyens, 58% pensent que c'est une progression. Donc finalement presque partagé, sachant que quand vous leur demandez pour ce qui est liberté individuelle ou démocratie, là, ça monte à 90%. Donc ça montre bien à la fois leur connaissance, leur maturité, leurs quelques places d'émancipation par moment, où ils sont effectivement peut-être plus mûrs, plus matures. C'est pour ça que nous, par exemple, sur le fact-checking, et ça c'est né de différents questionnaires qu'on leur avait posés ces 4 dernières années, chez 20 minutes, on a eu un parti pris assez fort. On évite de faire des papiers pour dire c'est pas vrai ou c'est vrai. Tous les papiers, même si on essaie de les faire courts, expliquent quelle était la démarche pour fact-checker l'info dont on parle. Donc donne vraiment les outils et les armes. Et puis l'autre chose qu'on fait, là on rejoint un peu ce que peut expliquer Gérald Bronner, c'est pourquoi on y a cru. J'en parlais tout à l'heure avec Laurent Guimier, mais
il y a quand même un truc, c'est que tout le monde pense avoir un fort esprit critique chez les jeunes, du fait de leurs usages des réseaux sociaux. Comme ils sont capables de commenter, de s'indigner, de partager, etc. C'est ce qu'ils associent et c'est ce qu'ils assimilent à l'esprit critique. On connaît les théories de Gérard Bronner qui expliquent que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça pour justement être capable d'évaluer les contenus qu'on consomme, etc. Mais en tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont avec ces réseaux sociaux. Et du coup, c'est quand même... Il faut qu'on l'ait tous en tête aussi quand on fait des... Entre autres, moi, je pense au fact-checking parce que je crois que c'est super important. Pourquoi on a cru à cette info? Nous, on l'a lancé d'abord sur Snapchat. Le format marche plutôt très, très bien. Moyenne d'âge qu'ils consultent. Et c'est pourtant des vidéos, parfois, qui font jusqu'à 6 minutes, où on ne traite pas que de sujets très simples. La rédac... Voilà, s'empare de sujets d'actu qui peuvent être compliqués, etc. On voit que le taux de complétion, la durée d'écoute de la vidéo est très longue, ce qui est assez rare sur Snapchat, où on sait que dès le premier snap, la plupart de l'audience quitte le format. Et là, vraiment, cette approche-là, pourquoi on y croit? Vraiment un truc qui a été pensé pour eux, grâce plutôt à la démarche moins jeune, et qui a l'air de fonctionner. Bon, après, rien n'est immuable. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner versus des papiers de fact-checking plus classiques. D'accord. En fait, ça pose plein de questions, mais on n'a plus le temps de toutes les traiter. Juste une petite question qui me titille, mais ils lisent encore un peu de papier ou pas, ces jeunes? Vous les avez questionnés? Oui, quand même, il y a quand même un peu, parce qu'il y a ce débat récurrent dans la presse sur numérique, c'est papier. C'est ce qui expliquait un peu aussi Jean-Marc, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'aise avec vie réelle et vie numérique. Ouais. La question se pose pas trop en fait. Non, mais souvent, donc si le papier est pertinent, après je vais pas vous dire il y a des problèmes d'argent, d'accessibilité, c'est autre chose. Mais si le papier est pertinent, etc., c'est pas du tout un frein. Et on n'était pas là pour parler de 20 minutes. Enfin, nous, le journal, il est encore millionnaire sur les moins de 25. Il fait plus d'1 million de lecteurs jour. Ça pèse plus d'un tiers de l'audience. Oui, il y a encore des jeunes qui lisent du papier. Une petite remarque, Jean-Marie. Puis après, je vous demanderai peut-être justement en synthèse de nos échanges, ce que vous retenez, vous, de plus important. Moi, j'ai pris des petites notes. Il y a eu des facilitateurs graphiques, Néline et Antonio, qui ont pris plein de notes aussi. Vous pouvez regarder la synthèse que ça donne là, parce que c'est très beau ce qu'ils nous ont fait. Mais voilà, un petit commentaire. Oui, alors moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est ce qui tourne autour des faits, ce qui est question de fiabilité. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté un public, une société dont le niveau monte, de plus en plus éduquée, de plus en plus dans le public, une partie de la population a largement le niveau des journalistes, et donc on est davantage dans une relation où on juge, on évalue, on identifie des problèmes. Et puis il y a aussi cette question... un problème, ça se déploie, ça s'explique, c'est toute la relation à la complexité. Donc il y a ce volet-là, je ne reviens pas. Deuxième volet qui me paraît important et qu'on retrouve notamment chez les jeunes, y compris dans leur utilisation des réseaux sociaux, les faits, la fiabilité, c'est important parce que les médias, ce sont des outils. Ce sont des outils pour la vie de tous les jours. On n'est plus sous la Troisième République où les médias, ça servait pour le débat d'idées, savoir comment voter. Non, ça sert pour se mouvoir dans notre société, alors qu'on a de moins en moins de repères et de modes d'accompagnement. Donc je crois que c'est cet élément-là qu'il faut prendre en compte. Et puis dernier élément, parce que alors là je vais aller un peu à contre-courant de l'expression de Benoît tout à l'heure et de la vôtre, c'est le fait de mettre en équivalence, et souvent le public le fait et vérité. Non, l'information, ce n'est pas la vérité. Et l'éducation aux médias, la transparence, le travail qu'on fait à l'égard du public, et notamment des plus jeunes lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est de bien leur montrer que ce que les médias peuvent produire, ce n'est pas la vérité, mais que c'est une représentation des problèmes, un traitement des problèmes à un moment donné, et en fonction des contraintes que subissent les médias ou que vivent les médias. Et tout le schéma, pourquoi on a besoin d'éducation aux médias, pourquoi on a besoin de fact-checking, comme vous le disiez, qui ne soit pas simplement dire oui, non, mais comment on fait pour vérifier,
Et précisément, c'est justement pour faire comprendre, initier le public à être capable justement de faire la part des choses entre ce qu'est l'information, ce que l'on peut le mieux, ce qu'on peut espérer de mieux en matière d'information, et ce qui serait la vérité ou la connaissance. Merci beaucoup. Alors, du coup, Axel, si tu souhaites rebondir, je suis chaud tout de suite. Pour justement, qu'est-ce que toi, intimement, en fait, de tout ça, quel regard tu portes et quelles sont pour toi les priorités, peut-être par type de public ou par urgence? Alors moi, il y a un truc qui me choque, qui a été abordé, mais en fait, nos études, on est sur les lecteurs. Les lecteurs plus ou moins engagés, mais on est sur les lecteurs. C'est de ce côté-là qu'on a eu un coup d'œil sur les non-lecteurs. Et effectivement, de réinventer les médias, c'est les non-lecteurs. Donc nous, on va approfondir, on va clarifier, on va améliorer, mais rien ne dit de façon ontologique que ce qui est bien pour les lecteurs d'aujourd'hui va être ce qui va plaire aux lecteurs de demain. Il faut garder ce décalage, et on est tous un peu humbles, et je trouve que sur les jeunes, c'était vraiment flagrant. La deuxième chose, et je finirai par ça, c'est le rapport à l'alimentation. Il y a un truc qui a changé tout dans l'alimentation, c'est Yuka. Yuka, c'est une appli, on prend une photo, on sait ce qu'il y a dedans. On n'est pas très loin d'avoir des technos où on prend une appli, on prend n'importe quel article, on le scanne, et on sait la liste des sources, pas des sources, mais des recopiages, je ne sais plus, le bétonnage, je ne sais plus comment on appelle ça, enchâssé. On sait le taux de bâtonnage moyen du journal. On sait plein de choses. Si le Yuka de la presse existerait, ça transformerait la presse pour son bien, pour son mal, de façon beaucoup plus radicale que nos discussions. C'est une bonne analogie, surtout qu'il y a plein de projets en ce moment ou de réflexions autour de la normalisation, de la labellisation de l'information. On va en parler dans les ateliers qui suivent tout à l'heure, donc merci de le préciser. Guillaume Lecointre peut-être, ou Aude? Vas-y Aude. Non, vas-y Aude. Oui. Je rebondis parce que la question depuis le début, depuis qu'on a commencé la présentation, c'est comment on gère cette schizophrénie en fait, et du public et des directeurs de médias, entre avoir et donner une information la plus vite possible parce qu'on estime que ça répond à une demande en faveur d'une information rapide. Et puis, donc, cette attente qui remonte des différentes consultations, c'était d'avoir une information approfondie, contextualisée, structurée, qui demande du temps, tout simplement. Voilà, je rappelle qu'aucun journaliste ne fait ce métier pour bâtonner des dépêches AFP ou faire de l'information rapide, mais pour faire bien son métier et qu'on donne du temps et des moyens pour mener à bien des enquêtes, des reportages, enfin ce qui fait la beauté du métier. Merci. Peut-être Guillaume et Franck. Alors moi je suis à la fois inquiet et pas inquiet, c'est-à-dire que pas inquiet, on aura, quoi qu'il arrive, on aura toujours, et peut-être même plus que jamais, besoin de journalistes. On a besoin de gens qui vérifient, qui mettent en perspective, qui nous racontent des histoires. C'est devenu plus que jamais important. Ce qui m'inquiète, et d'ailleurs on n'a pas du tout parlé de ce sujet-là, c'est est-ce qu'on est prêt pour autant à payer pour avoir tout ça, quoi. Il y a l'aspect économique qui est très important. Et même si je vois notamment sur la cible des jeunes, nous aussi on a beaucoup de jeunes, un quart de notre audience elle est chez les moins de 34 ans. Sur le papier, je ne parle même pas d'Internet, ils nous lisent beaucoup, pour autant ils ne nous achètent pas. Hein. Et ça, et même si on fait des choses formidables, ils n'ont pas forcément envie de nous donner de l'argent, quoi. Donc ça, c'est peut-être l'autre élément qui peut m'inquiéter, c'est-à-dire que même si on arrive à bien répondre à toutes les attentes qui sont formulées aujourd'hui et à se projeter sur l'avenir, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir les décider à à nous donner un petit peu d'argent pour pouvoir garantir justement la qualité et la valeur ajoutée qu'on cherche à travers le travail des journalistes, quoi. On va vous projeter derrière un petit peu ce que vous ne voyez peut-être pas tous ici, le travail de nos facilitateurs graphiques Antonio et Mayline. Franck et puis Nathalie pour juste revenir, comme vous voulez, Nathalie ou Franck. Juste un mot sur la notion de transparence qui est ressortie comme étant en fait vraiment un axe transversal des échanges.
et qui fait en sorte que, en fait, c'est pas qu'il y a des tabous dans le journalisme, c'est qu'il y a un déficit de transparence. Je vous donne quelques exemples relatifs à des propositions concrètes qui sont sorties de Médias et Citoyens. Les gens ne se plaignent pas du fait qu'il y a des éditos dans la presse. Ils se plaignent du fait que la différence entre le journaliste factuel et l'éditorialiste ou le polémiste ou l'humoriste qui défend un parti pris, cette différence-là, elle ne soit pas ontologiquement visible. Mais il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale à avoir des contenus éditorialisés sur un support de presse. Autre exemple, les citoyens ne se plaignent pas de l'abondance d'experts qui viennent s'exprimer sur les sujets divers et variés. Ils se plaignent du fait que ces experts-là, on ne sache pas comment ils ont été sourcés, pourquoi ils sont là, s'ils ont ou pas des conflits d'intérêts. Il y a des propositions très concrètes autour de la déclaration des conflits d'intérêts des experts sourcés par les médias sur le modèle des DPI, des déclarations publiques d'intérêt dans le domaine de la santé vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. C'est la même dynamique qui est à l'œuvre. Même chose, il y a une proposition qui est un peu polémique, mais qui a tourné dans le débat sur le fait de publier une sorte de casier judiciaire infox des personnalités politiques ou des personnalités publiques qui véhiculeraient dans leurs interventions médiatisées de fausses informations. Et cette idée de casier infox, c'est en fait une idée d'archivage dans un objectif de traçabilité et de transparence de ce que tel ou tel personne publique aurait dit ou caché ou masqué ou réorienté dans une intervention médiatisée. Donc il s'agit d'archivage et donc il s'agit de transparence. Voilà, c'est ce genre d'exemple qui revient très fréquemment et qui est plutôt un appel à la transparence et un appel à la traçabilité plutôt qu'un appel à périmétrer ou à détourer de manière un peu autoritaire un métier. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui en tout cas est fortement ressorti dans le débat. Et qui apparaît sur notre petit récap graphique. Nathalie, pour terminer, je vous laisse la parole pour... Ah, c'est gentil, non, mais c'est vous qui allez conclure. Mais non, moi, quand même juste rappeler qu'il y a quand même aussi un vrai boulot des médias et on est tous là, mais je pense qu'il faut quand même bien se le rappeler sur le fait de se reconnecter avec les gens et de façon générale d'approcher des contenus où les gens se sentent représentés, entendus, écoutés. Enfin, la dernière étude là considère-tu que les médias français sont capables de manipuler l'opinion? 95% sont d'accord. Connectés à la vie des gens, il n'en reste plus que 40%. Représentatifs des Français, j'en ai plus que 9. Je crois quand même qu'il faudra, et ça veut pas dire faire des papiers courts, ça veut pas dire bâtonner la dépêche, etc. Mais il me semble quand même, et de toute façon, enfin, c'est l'archipel français de Fourquet, c'est tout ça, hein, mais je crois quand même qu'il y a un petit effort à faire aussi pour, dans le choix des sujets, dans l'anglage des sujets, etc., revenir quand même à des thématiques et à des approches de l'actualité, ça reste de l'actualité et ça les concerne tous, qui doit être un peu plus reconnecté au quotidien des gens. Enfin, en tout cas, pour les plus jeunes, ce sera mais indispensable si on ne veut pas complètement couper les ponts. Donc faire plus attention aussi au contenu de ce qui est apporté et donc travailler les lignes éditoriales en fonction. Merci à toutes et à tous. 1 heure, c'est court, donc je sais qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps, mais c'était bien, c'était dynamique. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas trop le temps de faire des questions, mais c'est pour ça aussi qu'on a fait des ateliers après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées et qu'on va pouvoir du coup maintenant discuter ensemble en petits groupes. Donc je vous rappelle, suite à cet échange, on va avoir 2 ateliers. Tout le monde est invité à rester. L'un sur l'éducation à l'information, aux médias et la sensibilisation à l'esprit critique, et l'autre sur comment informer dans une ère de post-vérité, de post-news, comme disent certains. L'atelier éducation médias, sciences critiques aura lieu ici. On va rebouger un petit peu la salle, etc. Et je crois que tu as prévu d'emmener tout le monde dans un avion, sinon pour l'autre atelier sur la post-vérité, Benoît. Voilà, donc ici, du complot. Voilà, donc le deuxième Merci atelier, finalement, on l'a déplacé quand même, parce que dans un avion. On en a déjà
Donc on va justement maintenant pouvoir échanger, discuter de tout ça autour de nouveaux experts. Et là, vraiment dans un modèle de forum, avec aussi des ateliers pour essayer d'aller trouver des solutions et creuser un petit peu tout ce qui a été dit, qui était absolument passionnant, enfin toutes les données qu'on a pu récupérer aujourd'hui. Pour la première fois, en fait, on a réuni tous les auteurs des différentes études qui ont été faites depuis ces 2 dernières années sur la confiance dans les médias.